Bruce Willis est décédé à l'hôpital le 15 août 2025. Sa famille a dépensé 200 $ par an juste pour assurer sa sécurité. L'homme qui criait aux explosions et aux morts ne peut plus parler. Mais ce n'est pas le pire. Emma a découvert quelque chose qu'elle cachait depuis des années. Elle pensait que Bruce était seulement distant. Elle ignorait que son cerveau mourait lentement. La maladie aurait dû l'emporter bien avant que quiconque ne s'en aperçoive. Ce que sa famille a découvert vous brisera le cœur. Bruce Willis est né le 19 mars 1955, dans un petit village d'Allemagne de l'Ouest, Adar Oberstein. Son père était un soldat américain mort là-bas après la guerre. Sa mère était une Allemande de Kassel. Dès le début, l'univers de Bruce était partagé entre deux cultures. Il vivait sur une base militaire, hanté par les fantômes d'une guerre récente. Il était tiraillé entre la discipline américaine et les traditions allemandes. Mais à seulement 2 ans, tout a basculé. En 1957, son père a quitté l'armée et toute la famille a traversé l'océan pour rejoindre le New Jersey. Soudain, Bruce n'était plus le garçon venu d'Allemagne. Il n'était qu'un jeune garçon dans un quartier voisin, aux États-Unis, entouré d'ouvriers d'usines et de familles en difficulté. Son père travaillait dans la métallurgie et sa mère dans la banque. Ils n'avaient pas grand-chose et Bruce avait l'impression de ne trouver sa place nulle part. À l'approche des années 1960, quelque chose commença à lui causer de graves dommages. À 6 ans, Bruce développa un gémissement douloureux. Des mots lui sortaient de la bouche. Il essaya de parler, mais rien ne sortit. Les enfants se moquèrent de Titinton, me moquèrent de lui et le surnommèrent d'un horrible surnom, Buck Buck. Il essaya de riposter avec ses pieds, agitant frénétiquement les bras, juste pour se défendre. Mais la honte de ne pas pouvoir parler clairement le bouleversait. Parfois, il lui fallait des minutes pour prononcer un mot. Cela a détruit sa confiance en lui. À 10 ans, l'école était devenue un champ de bataille. Les gémissements le blessaient et l'isolaient. L'université a peut-être été un tournant pour lui. Il manquait des cours pour éviter d'être appelé. Il faisait des farces pour distraire les gens de ses conférences. Mais un jour, au 1er siècle, vers l'âge de 15 ans, il saisit l'opportunité de s'inscrire au club de théâtre. Et quelque chose d'incroyable se produisit. Dès qu'il monta sur scène et lut son texte, les gémissements disparurent. C'était comme de la magie. Il pouvait parler couramment, clairement et sans crainte. Pour la première fois, les gens l'écoutaient. Les professeurs furent surpris. Bruce remarqua que lorsqu'il devenait quelqu'un d'autre, ses mots coulaient librement. Son jeu d'acteur lui rendit sa voix. Cette découverte a tout changé. En 1973, il est devenu recteur des élèves, même si certains jeunes l'appréciaient encore. Il n'en avait aucune idée. Il avait trouvé quelque chose qui le vivifiait. Et en 1975, alors que j'étudiais le théâtre à l'Université Montclair, 2 professeurs lui ont proposé des séances d'orthophonie, ce qui l'a encore plus aidé. Mais en 1977, Bruce en avait assez de l'école. Il a abandonné ses études et est parti directement à New York. Il voulait trouver quelque chose de plus grand. Il n'avait ni argent ni relations. Il travaillait de longues heures comme barman pour survivre. Parfois, il devait se laisser tomber sur des tréteaux ou dormir dans de petits appartements. Mais il faisait rire les gens. Il allait au travail en patin. Il jouait de l'harmonica pour gagner des pourboires. Il a transformé le bar en scène. Ses années furent trépidantes et difficiles. Il a vécu plus de 100 désespoirs dès sa première année. Mais, petit à petit, il commença à jouer dans des pièces off-Broadway. Son premier véritable rôle lui fut attribué en 1977 dans une pièce intitulée « Le ciel et la terre ». Malgré le manque d'argent et le désespoir constant, il continua. Parfois, il devait dormir sur des tréteaux quand les choses allaient mal. Mais on commença à le remarquer. On lui confia de petits rôles dans des publicités. On joua dans des films et, enfin, en 1980, on lui donna une brève scène avec Frank Sinatra. Mais un soir, alors qu'il était barman, il s'est battu pour protéger quelqu'un. Son nez était gravement cassé. Il avait besoin d'une intervention d'urgence. Les médecins l'avaient prévenu que le désespoir pourrait endommager sa voix. Mais il s'est rétabli. Il est revenu plus fort. La douleur persistait, et elle lui imposait une certaine limite. À l'époque, personne ne savait qu'il deviendrait l'une des plus grandes stars de films d'action au monde. Mais dans les petites bars new-yorkaises en difficulté, il a construit quelque chose de plus fort que l'honneur. Il a noué des amitiés qui allaient durer des décennies. Il a rencontré John Goodman à la table du Chelsea Central. Ensemble, ils jouaient à des jeux improvisés et déjantés qui surprenaient les petites publications. Ils étaient fauchés.
ne gagnant que quelques dollars par semaine. Mais leur passion était réelle. Ils travaillaient sans scénario. Ils criaient. Reliant s'investissait pleinement dans chaque instant. Ses performances brutes aiguisaient le sens du timing de Bruce et lui insufflaient l'énergie qui allait un jour électrifier les salles de cinéma. Puis, en 1985, tout a changé. Bruce a auditionné pour une nouvelle série télévisée intitulée Moonlighting. Environ 3 acteurs voulaient le rôle, dont stars de la radio et acteurs expérimentés. ABC a laissé Bruce tranquille 11 fois, mais il est revenu la dernière fois avec une tête négligée, des cornes et une attitude impossible à ignorer. Ah, mais... Il prononça son texte, et les producteurs rirent. Soudain, l'extraterrestre bègue était celui qu'il cherchait. Moonlighting sortit le 3 mars 1985, et Bruce Willis devint acteur du jour au lendemain. Le programme était chaotique et coûteux. Il durait 2 fois plus longtemps que la plupart des programmes. Les épisodes comptaient 120 livres. Mais le charme, la rapidité et l'imprévisibilité de Bruce en firent une véritable sensation. Il applaudissait souvent son partenaire Sybil Shepherd. En 1986, les efforts sur scène furent intenses. Ils se disputaient, se prenaient la main avant les scènes et osaient parfois parler hors champ. La pression était telle que Bruce s'est effondré en expirant en 1988 et a dû être hospitalisé. Les acteurs ont été relogés. Les audiences ont chuté. Mais leur passion commune a permis aux fans de continuer à se mobiliser. Bruce était un artiste percutant en coulisses, mais devant la caméra, il était magnétique. Pendant ce temps, Bruce créait la surprise en sortant un album intitulé « Le retour de Bruno » en janvier 1997. Personne ne s'attendait à ce qu'une star de la télévision disparaisse des charts. Pourtant, il y est parvenu. L'album est devenu disque d'or avec 500 ventes. Il a même atteint la 2e place au Royaume-Uni. Les critiques ont fermé les yeux, mais les fans n'en ont rien su. Bruce a chanté « Soul Legends » et en a fait quelque chose d'inoubliable. C'était étrange, magnifique et drôle, à son image. Mais le choc lui a enlevé toute sa valeur. Bruce prévoyait de sortir des films coûtant plus d'1 million de dollars. Son actrice s'est mariée en 1997 et d'autres prolongations ont eu lieu. En 1988, le cœur d'un acteur majeur a failli mettre un terme à la série. Le 14 mai 1989, le spectacle s'est finalement terminé. Bruce avait tout donné. Son nom était déjà connu à Hollywood. Ses contrats télévisés rapportaient environ 50 $ par épisode. Un énorme progrès par rapport aux 1,500 $ de ses débuts. À l'époque, Bruce Willis n'était pas la star. On se souvenait surtout de lui comme du beau gosse de Clair de Lune. Personne ne s'attendait à ce qu'il décroche le rôle principal d'un grand film d'action. Mais, par un étrange retournement de situation, le scénario de Piège de cristal a fait son chemin à Hollywood à la fin des années 1980. De grands noms comme Arnold Schwarzenegger et Sylvester Stallone y avaient déjà percé. Frank Sinatra était également très demandé, car l'histoire était techniquement la suite d'un film qu'il avait tourné des siècles plus tôt. On lui a également demandé. Et puis, sans prévenir, Bruce Willis a reçu la direction, ce qui a choqué tout le monde. C'est non seulement qu'il a été choisi, mais aussi que le studio lui ait versé 5 millions de dollars. C'était l'argent pour des superstars comme Dustin Hoffman et Robert Redford. Les acteurs du cinéma pensaient que le studio avait perdu la tête. Le tournage commença fin 1987 et la plupart des scènes furent tournées à Los Angeles. À la sortie du film, le 15 juin 1987, la reprise du tournage fut annoncée. En juillet 1988, personne n'imaginait que le film exploserait ainsi. Il a rapporté plus de 140 millions de dollars dans le monde et a transformé Bruce Willis en héros d'action accompli. Mais il y avait un prix à payer. Lors d'une de ses nombreuses cascades explosives, une forte explosion l'a frappé trop près. Cela a entraîné une perte auditive permanente et multiple de son oreille gauche. Il l'a maintenu immobile pour ne pas interrompre le spectacle. Mais des années plus tard, il s'est avéré que les dommages n'avaient jamais complètement guéri. Ils ont contribué aux problèmes de santé qui l'ont suivi jusque dans les années 2000. Néanmoins, l'énergie subtile et attachante qu'il insufflait à John McClane a tout changé. Il n'avait pas l'air d'un super-héros. Il avait l'air d'un type normal. Il se trouvait dans une situation impossible et les gens l'aimaient pour ça. À peine un an plus tard, Bruce fit quelque chose d'inattendu. Il engagea un jeune talent pour un film intitulé « Regarde qui parle ».
On aurait dit une blague. Mais la surprise ne résidait pas seulement dans l'idée. C'était aussi ce qu'il gagnait. Il a empoché 10 millions de dollars pour seulement 4 jours de talent. La raison? Un accord judicieux qui lui permettait de toucher une partie du salaire. Le film lui-même a coûté moins de 10 millions de dollars, mais a rapporté près de 300 millions de dollars dans le monde. Sa voix pleine de charme et de sarcasme a fait fureur auprès des familles du monde entier. Le film a donné naissance à une franchise et il a engrangé 10 millions de dollars supplémentaires pour la suite. Tout le monde commença à comprendre qu'il n'était pas seulement heureux, il était aussi intelligent. Puis il tenta quelque chose de complètement différent. En septembre 1989, In Country sortait sur les écrans. C'était l'histoire pénible et émouvante d'un Vietnamien vivant dans une ville tranquille. Bruce se laissait pousser la moustache et jouait le rôle avec une douleur sourde. Son propre père a servi pendant la guerre de Corée, et c'est peut-être ce qui a rendu l'exposition plus concrète. Les critiques l'ont apprécié. Roger Ebert a tenu 3 rôles principaux, mais le public n'était pas au rendez-vous. Le film n'a rapporté que quelques millions de dollars. Cela prouvait néanmoins que Bruce n'avait pas peur de prendre des risques, même si cela impliquait de renoncer à un nouveau succès. En 1986, il était de retour en pleine action. Die Hard 2 a été fermé le 4 juillet. Cette fois, Bruce connaissait sa valeur. Il a touché 7,5 millions de dollars sur le premier opus et un partage des bénéfices. Le film a rapporté plus de 240 millions de dollars dans le monde, soit plus que l'original. En coulisses, il a discuté avec le réalisateur du réalisme. Il ne voulait pas de cascade caricaturale. Il voulait le danger, une sensation authentique. Ce même souci des détails a perpétué sa carrière. Lors de la sortie du 3e film en 1995, le total des recettes s'élevait à 15 millions de dollars. Mais tout n'était pas gagné. La suite de Regarde qui parle. Sorti fin 1990 fut un échec. Le film n'a rapporté que 47 millions de dollars et a été fustigé par la critique. Bruce n'a eu que 3 jours pour le terminer. Plus Todd, il a conclu que le scénario n'était pas terminé. Il a déclaré au producteur qu'il méritait une part de 2 millions de dollars sur les bénéfices. Mais l'affaire fut retenue. Elle rappela que l'argent facile n'est pas toujours synonyme de réussite difficile. Puis vint un tournant. En 1994, Pulp Fiction sortait, Quentin Tarantino y incarne Bruce comme un boxeur qui ne combat pas. Le film ne fit pas que relancer sa carrière. Cela l'a projeté sous un jour nouveau, sombre, réel, prêt à prendre des risques. Il n'a gagné que 800 $ pour ce rôle, soit bien moins que ses dépenses habituelles. Mais il n'a pas changé. L'histoire était au cœur de ses préoccupations. Le film a rapporté plus de 200 millions de dollars et a remporté l'Oscar du meilleur scénario original. Et même si Bruce n'a pas été nominé, on a commencé à le prendre au sérieux, le considérant comme bien plus qu'un simple acteur d'action. L'année suivante, il a intensifié ses efforts. Dans L'Armée des 12 singes 1995, il incarnait un criminel venu d'un futur post-apocalyptique. Il a perdu 9 kilos pour le rôle. Il a été hospitalisé en psychiatrie pour se préparer. Pendant le tournage, il s'est déboîté l'épaule pour réaliser une cascade. Il a néanmoins continué. Le film a rapporté plus de 160 millions de dollars et a reçu 2 nominations aux Oscars. Une fois de plus, Bruce n'a pas été nominé. Mais personne ne peut condamner son engagement profond pour ce rôle. En 1997, il a de nouveau surpris tout le monde avec Le 5e élément. C'était un film déchaîné, futuriste, plein de couleurs et de chaos. Bruce incarne un cycliste qui devient le dernier espoir de la Terre. Le film a coûté près de 90 millions de dollars, un record à l'époque, et a rapporté plus de 260 millions de dollars. Bruce réalise lui-même ses cascades. Il portait ses vêtements orange vif. Mais, d'une manière ou d'une autre, tout fonctionnait. Le film est devenu culte. Puis vint 1998, lorsque Bruce réalisa le film catastrophe à grand déploiement Armageddon. Il y incarnait Harry Stamper, un foreur pétrolier qui détruit un astéroïde terrestre. Le film a rapporté plus de 553 millions de dollars dans le monde entier le 1er juillet. C'était le meilleur film de l'année. Mais en coulisses, les choses étaient difficiles. Bruce s'est disputé avec Michael Bay au sujet de scènes coupées, notamment les moments familiaux chargés d'émotions. Il s'est également entretenu avec le producteur Jerry Bruckheimer, déclarant plus tard que le tournage avait été triste. Malgré cela, Bruce a improvisé l'une des scènes les plus émouvantes du film, le triste adieu, qui clôturait le film avec le public.
Malgré 4 nominations aux Oscars pour le film, Bruce a reçu le Razzie du pire acteur en 1999. Un changement étrange pour un titre aussi important. En 1987, Bruce a également pris une pause de sa vie privée pour le cinéma. Il a rencontré Demi Moore lors d'une projection en juillet, alors qu'elle était encore fiancée à Emilio Estevez. Mais 4 mois plus tard, le 21 avril 1987, il est décédé. En novembre 1927, Bruce et Demi se sont mariés à Las Vegas. Demi a plus tard avoué que le mariage n'était pas prévu. Ils étaient en route lorsque Bruce a suggéré qu'ils allaient simplement se marier. Un mois plus tard, ils célébraient une cérémonie solennelle avec une centaine d'invités, dont Richard, l'artiste. Ce mariage soudain coûta moins de $10, mais marqua le début d'une solide relation hollywoodienne. Les gens parlaient du mariage de Demi avant, mais leur première fille, Ruma, est née exactement 9 mois plus tard, en août 1988. Bruce et Demi sont devenus parents de 3 filles. Ruma en 1988, Scott en 1991 et Tallulah en 1994. Ils ont essayé d'équilibrer le travail et la famille avec des rôles au cinéma. Mais cet honneur a apporté du stress. Demi a gagné 12,5 millions de dollars pour un striptease en 1996. Mais des rumeurs de liaison ont commencé à les faire changer d'avis. Bruce est devenu mannequin et Demi, co-star, en 1995. Bruce a pris d'assaut un plateau de tournage après une dispute. Bien qu'ils soient restés ensemble en public, les dégâts étaient cachés. En 1998, après 11 ans de mariage, Bruce et Demi se séparèrent. Leur union prit fin en octobre 2000. La séparation semblait pacifique en apparence, mais en coulisses. Ils se disputaient leurs 200 millions de dollars. Bruce a versé à Demi jusqu'à 90 millions de dollars, l'un des divorces les plus coûteux d'Hollywood. Ils devaient également protéger leur fille. Bruce a confié à Rolling Stone qu'ils étaient ennemis avec leurs enfants. Mais les rumeurs disaient que ce n'était pas facile. Demi a fondé la maison de l'Idaho où elle a élevé les filles. À l'époque, Bruce était à la tête du succès d'Armageddon. Mais ce mariage a montré que même les plus grandes stars avaient une souffrance personnelle derrière leur honneur. Étonnamment, ils sont restés ensemble même après leur mariage. Demi a assisté au mariage de Bruce avec Emma Heming en 2009. En 2019, lorsque Bruce et Emma ont renouvelé leurs vœux, Demi était présente à la fête familiale. Ils ont même passé le confinement de 2020 ensemble dans l'Idaho avec tous leurs enfants, partageant de belles photos. Demi a ensuite soutenu Bruce après son diagnostic d'aphasie en 2022 et l'annonce de sa démence frontotemporale en 2023. La famille unie est restée unie, prouvant au monde que l'amour ne s'arrête pas toujours avec le mariage. L'un des moments les plus poignants du passé de Bruce eut lieu en 1992. Lorsqu'une femme révéla qu'il avait marié son enfant, né d'une aventure d'un jour en 1991. Elle le poursuivit en justice et un test ADN fut réalisé. Le test, qui coûtait environ $50 à l'époque, prouva que Bruce n'était pas le père. Néanmoins, son image publique en fut ternie. Il était perçu comme un père aimant, et ce scandale n'a pas eu lieu au cinéma. Demi était à ses côtés, mais les rumeurs disaient que leur mariage était soumis à une forte pression. En 1999, Bruce a joué dans Sixième Sens, un thriller discret qui a surpris le monde entier. Il incarnait un psychologue pour enfants nommé Malcolm Crowe et touchait 14 millions d'euros. L'histoire a pris une tournure inattendue. Crowe était mort pendant tout le tournage. Le film a rapporté environ 673 millions de dollars dans le monde et est resté numéro 1 pendant 5 semaines. Il est devenu le deuxième film le plus rentable de 1999, derrière Star Wars et La Menace Fantôme. Bruce n'a pas été nommé aux Oscars, mais ce rôle a donné un élan considérable à sa carrière. Il a gardé son secret et a même improvisé des scènes pour donner vie à son personnage. En 2000, Bruce a de nouveau collaboré avec le réalisateur M. Night Shyamalan sur Impossible. Il incarnait David Dunn, un homme qui survit à une chute d'entraîneur et réalise peu à peu qu'il pourrait devenir un véritable super-héros. Le film a coûté la somme astronomique de 75 millions de dollars à produire, bien plus que prévu. Cela s'explique en partie par le fait que Bruce représentait environ 5% du budget du film. Le film a rapporté 20 millions de dollars et son partenaire à l'affiche, Samuel L.
Jackson, Dix Millions. Malgré des recettes de 248 millions de dollars, le budget conséquent a créé un climat d'inimitié avec Disney. Certaines reprises ont fait grimper les coûts encore plus haut. Néanmoins, le film a conquis une base de fans fidèles et a ensuite été intégré à une trilogie. Mais à l'époque, ce pari coûteux a failli mettre un terme à la carrière de Shyamalan, avant même d'atteindre la célébrité cinématographique. Bruce s'était essayé à la musique. En 1987, il sort un album intitulé « Le retour de Bruno ». Il y incarne Bruno Radellini et interprète des reprises de classiques. Antita, Respect Yourself, atteint même la 5e place du Billboard. Au Royaume-Uni, sous le titre « Boardwalk », il a atteint la 2e place. L'album s'est vendu à plus de 500 exemplaires et a été disque d'or. Mais les critiques l'ont désapprouvé. Rolling Stone l'a qualifié de « mort sonore ». Et le public a tellement apprécié que Bruce est devenu professionnel. Malgré cela, il a joué sur scène lors d'événements majeurs comme Farm Aid. Mais les critiques l'ont rendu plus sensible. En 2001, Bruce était de nouveau sous les feux de la rampe. Cette fois, à cause de rumeurs pendant le tournage de Bandits. Il jouait aux côtés de Billy Bob Thornton et Cate Blanchett. Les tabloïds affirmaient que Bruce et Cate entretenaient une liaison. Les rumeurs n'ont fait qu'empirer lorsqu'Ashton Kutcher, qui s'était séparé d'une autre actrice, a été pris au dépourvu. Demi Moore a ensuite relaté l'affaire dans ses mémoires de 2019. Bien que Blanchett ait par la suite qualifié le film de mensonge, ce drame a déclenché la promotion du film. Bandits n'a rapporté que 67 millions de dollars, dépassant son budget de 75 millions. L'année suivante, en 2002, Bruce a connu un échec cuisant avec Hearts War. Il y incarnait un colonel en prison pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film a coûté 70 millions de dollars à produire, mais n'a rapporté que 32 millions de dollars à l'échelle mondiale. MGM a perdu plus de 50 millions de dollars et son matériel a connu des difficultés. Bruce a été payé 15 millions de dollars pour le rôle, mais il a admis plus tard que cette expérience avait ruiné sa carrière. L'année suivante, il entreprit une thérapie et fit une pause dans le cinéma. En 2007, Bruce Willis ressuscite John McClane dans Die Hard. Cette fois, il combattait des cyberterroristes. Malgré le passage au PG-13, le film a explosé et a atteint 383 millions de dollars de recettes mondiales. Mais en coulisses, les choses n'allaient pas si bien. Lors d'une cascade à grande vitesse, Willis a fait une erreur et s'est cogné la tête si violemment qu'il a été pris d'une crise de panique. Ce n'était pas non plus sa première expérience du danger sur scène. Dans le premier Die Hard, il avait failli être tué par une explosion et avait perdu une balle dans l'oreille gauche. Même lors des scènes intenses, sa co-star Justin Long a su garder une certaine légèreté, comme le désespoir d'Oatmeal sur le siège de Willis. Réalisé par Len Wiseman, le film a rapporté plus de 134 millions de dollars rien qu'aux États-Unis. Un an plus tard, en 2006, Willis avait opéré un changement surprenant. Au lieu d'armes et de sang, il a incarné un raton laveur bavard nommé RJ dans Over the Hedge, un dessin animé familial sur des animaux affamés errant aux Pays-Bas. C'était totalement inattendu, mais il l'a si bien interprété que le film a engrangé 339 millions de dollars dans le monde. Il a révélé avoir gagné 5 millions de dollars rien que pour sa voix. Sauter le Dix Neufmar, le film a rencontré un franc succès auprès de ses partenaires comme Gary Shandling et Wanda Sykes, qui donnent vie à Forrest Gang. Bruce a rendu RJ intelligent et drôle. Il incarnait un raton laveur qui faisait des farces à ses amis en jouant un ours. C'était l'une des rares fois où les fans l'ont entendu dans un jeu pour enfants, ce qui l'a aidé dans sa carrière. Puis, en 2010, il a incarné Frank Moses, un agent marié de la CIA dans Red. Ce film drôle et percutant a engrangé près de 200 millions de dollars dans le monde. La distribution était pleine de légendes. Morgan Freeman, John Malkovich et Helen Mirren. Et leur alchimie était électrique. Mais en coulisses, tout n'était pas rose. Willis était fatigué et ses sautes d'humeur ont causé des moments de stress au sein de l'équipe. Malgré cela, les critiques ont adoré le film. Une suite de 2013 a engrangé un montant encore plus élevé de 148 millions de dollars, même si beaucoup ont trouvé qu'elle manquait de magie. Malgré cela, Red a rappelé à tous pourquoi Willis restait un poids lourd de l'action. Même au fil des ans. La même année, il a fait une brève apparition dans Expendables avec Stallone et Schwarzenegger. C'était une équipe de rêve pour les fans d'action. Mais en 2013, le drame est arrivé. On a offert 3 millions de dollars à Willis pour 4 jours de travail sur Expendables 3, mais il lui en fallait 4.
Stallone n'a pas pris la chose à la légère. Il l'a publiquement qualifié de sordide et fatigué. Dans 72 heures, Harrison Ford fut engagé pour réaliser le film. Les conséquences furent connues du grand public. Malgré cela, le film original a rapporté 274 millions de dollars en 2010. Et même si le rôle de Willis était mineur, il était inoubliable. Ironiquement, son film de 2013, Red 2, a engrangé 80 millions de dollars en montrant que le prétendu grec n'était qu'une négociation. Mais le mal était fait. En 2015, tout a changé. Willis s'est lancé directement dans les films d'action vidéo à petit budget. Parmi eux, Vice, dans lequel il incarnait le propriétaire d'un hôtel abritant des androïdes vivants. Il tentait d'être futuriste comme Blade Runner, mais les critiques n'étaient pas au rendez-vous. Sauté en janvier, il n'a guère eu de succès, et le public l'a critiqué pour son côté effrayant et las. En coulisses, on remarquait qu'il réalisait jusqu'à 5 films de ce genre par an. Ses dépenses semblaient exorbitantes, ses économies s'évaporaient. Et lorsque sa famille a révélé en 2022 qu'il souffrait d'aphasie, une maladie cérébrale qui affecte la parole, cela a pris tout son sens. Ses rôles n'étaient pas des projets passionnés, c'étaient nés des signaux. Quelque chose clochait. Mais en dehors du cinéma, la vie avait ses propres difficultés. En 2009, il a créé la surprise en épousant le mannequin britannique Emma Heming. Ils s'étaient rencontrés 2 ans plus tôt sur le tournage de Perfect Stranger. Et malgré une différence d'âge de 24 ans, il avait 54 ans et elle 30. Ils se sont mariés lors d'une cérémonie privée à son domicile aux îles Turques et Caïques le 21 mars. Demi Moore et leurs filles étaient présentes. Quelques jours plus tard, ils officialisaient leur union à Beverly Hills. 10 ans plus tard, ils y retournaient pour renouveler leurs vœux. Cette fois, avec leurs 5 filles. C'était paisible, merveilleux. Une seconde chance de vivre quelque chose de significatif. Sa paix intérieure a été brisée en 2015 lorsque des intrus ont tenté de s'introduire chez elle. Dans l'Idaho, l'effraction a été déjouée. Mais c'était effrayant. La sécurité a été immédiatement renforcée. Les ports, les caméras et les prisonniers coûtent environ 500 $ par an. Pyre & Co. L'un des hommes portait des photos personnelles de la famille Willis. Ce n'était pas un acte aléatoire, mais ciblé. Willis, connu pour sa prestance inébranlable, commença ensuite une formation de défense privée. Sa maison isolée devint une véritable forteresse. Son honneur, semblait-il, avait un prix. Les moments les plus sombres de sa vie ne s'arrêtèrent pas là. En 1989, alors qu'il conduisait au clair de lune, Willis fut arrêté à son domicile de Hollywood Hills. Il buvait et, lorsque la police est arrivée à une fête bruyante, il a repoussé l'un d'eux, Chaussures News, Ivra. Il a blessé un corps qu'il avait fracturé en skiant. Les dégâts ont été limités par la sécurité de la communauté. Mais c'était une avancée. Des années plus tard, dans ses mémoires de 2018, il s'est confié sur ses problèmes d'alcool, relatant des blackouts et des bagarres de bar. Il a offert à des alcooliques anonymement le don de changer de vie. Ce qui a surpris ses fans, c'est à quel point tout cela était caché derrière son attitude calme et confiante. Puis, en 2020, pendant les confinements liés à la COVID, Bruce a fait quelque chose d'inédit. Il s'est confiné avec Demi Moore et ses 3 filles aînées chez elle. Dans l'Idaho, Emma est restée à Los Angeles avec ses cadettes après qu'un accident de stationnement a blessé la petite Evelyn au pied. Pendant des semaines, Bruce et son ex-femme ont vécu à nouveau ensemble, jouant à des jeux, portant des pyjamas assortis, publiant des photos de famille. C'était surprenant. Le monde était à cran. Mais ils étaient là, prouvant que l'amour ne s'arrête pas toujours au mariage. Emma a également écrit de doux commentaires sur ses photos. Lorsque Bruce est enfin rentré à la maison, c'était déjà l'un des moments les plus viraux de la pandémie. En mars 2022, tout a basculé. Sa famille a publié un communiqué indiquant que Bruce avait subi des tests d'aphasie et que son état s'était immédiatement amélioré. Il avait 67 ans. La nouvelle était palpable. Soudain, toutes ces apparitions étranges dans les films récents prenaient tout leur sens. Il avait des difficultés à parler, nécessitant parfois des prothèses auditives, voire des doublures. Certains réalisateurs ont dû composer avec sa confusion. Pour un acteur qui devait autrefois donner vie à l'écran d'un simple regard, c'était terrible. En février 2023, la situation s'est encore aggravée. Les médecins ont diagnostiqué une démence française, une maladie rare et incurable qui altère progressivement la personnalité, la parole et la mobilité.
Emma a dit plus tard qu'elle pensait qu'on lui avait simplement retiré la parole. Mais ce n'était pas lui. C'était la maladie. Son charme unique commençait à s'estomper. Ses mouvements changeaient. Il parlait à peine. Le 15 août 2025, Bruce fut admis dans une maison de retraite spécialisée, non loin de sa famille, mais plus dans leur pièce principale. Emma considérait que c'était la décision la plus difficile de sa vie. 16 Phil, Mabel et Evelyn n'avaient respectivement que 13 et 11 ans. Leur sécurité au plus mal était devenue leur priorité. Le nouveau foyer disposait d'une équipe disponible 24 au 24 et 7 jours 7 et coûtait plus de 200 $ par an. Malgré cela, la famille leur rendait souvent visite, partageant repas et rires dès qu'elle le pouvait. Mais Emma exprimait le sentiment que son monde était en train de s'effondrer. En 2025, Bruce ne pouvait plus parler. L'homme qui criait des répliques d'explosion dans Die Hard communiquait désormais par gestes et expressions étranges. Et pourtant, parfois, juste parfois, il riait, ce même rire terrifiant, Impossible. Ou alors, il entendait une chanson de son album de 1987, Le retour de Bruno, et quelque chose brillait dans ses yeux. Ces moments, quelques-uns par semaine seulement, étaient abordables. Mais ils n'étaient qu'un souvenir. L'une des plus grandes voix d'Hollywood s'éteignait discrètement.